Je voulais saluer les autorités du Canada. Vous savez qu'on nous fait depuis 48 heures une épouvantable campagne de presse. Une minorité de gens qui sont ici, qui sont aussi à Bruxelles ou à Paris. En Belgique, on aurait interdit cette conférence sous prétexte de troubles de l'ordre public. Ici, les autorités ont été fair-play. Ils n'ont pas mis le petit doigt dans une affaire qui ne concernait que la liberté d'expression, mais je voudrais saluer le geste. Je pense que le Canada est plus une démocratie que cette vieille Europe. Et deux saluts, celui de la direction de la télévision panafricaine Afrique Média, où on débat souvent du Burundi et qui va rendre compte de cette conférence, et celui des membres de mon organisation panafricaine qui s'appelle Panafricom. Vous savez tout ce que vous pouvez lire dans la presse, mais vous ne trouvez jamais que je suis un panafricaniste. Avec 30 ans de combat panafricain derrière moi, commencé en Jamaïria libyenne avec le colonel Kadhafi. Parmi nos membres, il y a Roland Lumumba, le fils du martyr. C'est cette presse qui s'est exprimée contre nous, qui reprend ce qui est réellement des ragots sortis des poubelles du journalisme et des polices politiques européennes, elle ne s'interroge pas là-dessus. Si vous allez sur ma biographie, entre guillemets sur Wikipédia, on me donne des positions politiques qui ne sont pas les miennes, mais on ne parle pas de mon parcours panafricain. Croyez-vous que des présidents comme Obiang Nemambasogo, comme Idriss Déby Itno, comme Nkurunziza, comme Kabila me recevaient si j'étais l'épouvantable personnage que présente une partie de la presse? Ils me reçoivent évidemment comme la figure de proue de ce qu'on appelle le néo-panafricanisme, c'est-à-dire des gens qui veulent une Afrique libre, dégagée du néocolonialisme occidental. C'est ce qui fait mal à cette presse occidentale. Mais on va en arriver au cœur du débat, c'est la lecture géopolitique de la crise du Burundi. La géopolitique, c'est une science qui vise au rapport de force entre les États, à assurer la viabilité des États. Ce n'est pas une analyse à court terme. Vous ne faites pas de la géopolitique si vous regardez l'actualité du matin sur RFI ou sur La Libre Belgique ou sur Le Figaro. Vous faites de la géopolitique quand vous avez une réflexion historique, vous avez une vision qui diffère évidemment suivant le camp auquel vous appartenez. Le même problème géopolitique vu à Washington n'est pas le même problème géopolitique vu à Moscou ou à Malabo, par exemple. La géopolitique, elle vous évite de tomber dans toutes les ornières de sensationnalisme qui dirigent la lecture des médias occidentaux, en particulier sur la crise du Burundi. Qu'est-ce que fait la géopolitique? Elle regarde loin en arrière, loin en avant, elle donne des grilles d'analyse, elle donne des explications, elle raisonne non pas à partir d'une crise, mais à partir d'une région, à partir d'un continent. C'est ce que j'ai fait, moi, dès les débuts de la crise du Burundi. Et vous savez, il n'y a pas de miracle. Moi, je suis la déstabilisation occidentale des États qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années, ce qu'on a appelé les révolutions de couleur. J'ai vu les révolutions de couleur. J'étais à Belgrade en octobre 2000 quand il y a eu la première. J'étais à Tripoli quand la deuxième a commencé. Et puis, j'ai vu, et je vais vous dire, sans aucune surprise, j'ai vu votre pays, mais il y a aussi le Gabon. Au Gabon, ça n'a pas débouché sur des conséquences autour dramatiques, mais au Gabon aussi, il y a une révolution de couleur rampante. J'ai vu les mêmes méthodes, les mêmes organisations, les mêmes financiers. Nous allons y revenir. Pour comprendre la crise du Burundi, il faut comprendre que ce n'est pas un problème isolé. Oubliez toutes les choses, la question des 2 mandats, des 3 mandats, des constitutions. Cette question des constitutions, c'est un prétexte pour l'Occident à intervenir. Lorsque l'Amérique a été touchée au cœur, tout d'abord par la grande crise économique de 1929, puis
par le combat contre le fascisme allemand, contre l'impérialisme japonais, il n'a plus été question des 2 mandats. On a élu 4 fois Roosevelt. Peut-être l'aurait-on fait une 5e s'il n'était pas mort en 1945. La plupart des pays africains, ce sont actuellement, pas de leur faute parce qu'on les a déstabilisés, ce sont justement des États dont l'existence, dont l'intégrité nationale est touchée au cœur. C'est le cas du Burundi, c'est le cas de votre grand voisin, la RDC. À partir de ce moment-là, il faut aller voir la source des choses. La source des choses, il y a des tournants géopolitiques. Parce que la géopolitique, elle fonctionne avec des cycles. Il y a des cycles géopolitiques, il y a des cycles historiques. Le premier tournant, c'est 2007. En 2007, jusque-là, les États-Unis s'étaient peu réellement intéressés à l'Afrique. Un peu de combat contre le communisme, un peu de combat contre les panafricanismes, Lumumba notamment, un peu d'intervention militaire, mais on confiait notamment beaucoup d'affaires aux gendarmes français. En 2007, tout change. Le régime de George Bush II se termine et les gens qui sont autour de lui terminent par une réflexion sur l'Afrique. Ils avaient un projet de remodelage du Proche-Orient qu'on appelle le Grand Moyen-Orient et ils ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils se sont trompés en Afghanistan. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les États-Unis négocient à Berlin pour remettre les talibans au pouvoir. C'est l'échec de l'Amérique en Afghanistan. Ils ont échoué en Irak. En Irak, ils ont livré le pays en grande partie aux voisins iraniens. Il ne fallait pas être grand géopoliticien justement pour voir ça. C'est une question de population. Ils ont détruit un des meilleurs États du Proche-Orient qui était l'Irak bassiste et surtout, ils ont plongé le pays dans une descente aux enfers qui n'est pas encore terminée. Vous voyez tous les jours dans l'actualité les séquelles de ça, c'est Daesh, ce sont toutes ces choses. À partir de 2007, les États-Unis, ils s'intéressent à l'Afrique. Et il y a une réflexion géopolitique. Bon, moi, vous savez, beaucoup d'entre vous me connaissent d'Afrique Média, justement. Moi, je n'ai pas peur des mots, je ne parle pas la langue de bois. Il y a une vision qui est la recolonisation de l'Afrique. Non plus une colonisation comme évaluée avant, une colonisation par l'économie, une colonisation par la culture, mais pour que tout ça marche, il faut évidemment des gouvernements aux ordres, alignés sur le modèle occidental. 2007, c'est George Bush qui décide de créer l'Africom. L'Africom, qu'est-ce que c'est? C'est un commandement américain pour faire la guerre en Afrique. Imaginez-vous que l'Union africaine créerait l'Americom pour aller faire la guerre aux États-Unis. Vous imaginez le scandale que cela ferait. À partir de ce moment-là, il y a une intervention des États-Unis, elle est militaire. En 2007, il y a une base militaire à Djibouti des États-Unis. Aujourd'hui, il y en a 36. Ces bases militaires, elles suivent tous les pays déstabilisés. C'est un arc de cercle qui va des frontières de l'Algérie et qui va jusque l'Éthiopie, la Somalie. La deuxième chose, évidemment, c'est la mise en place d'un programme politique. Ce programme politique, qu'est-ce que c'est? C'est l'intervention des États-Unis à travers des ONG, à travers des financements, dans la vie politique des États africains. Et on en arrive à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est 5-8 août 2014, c'est le sommet USA African Leaders à Washington. Là, on convoque les chefs d'État africains comme on convoque des étudiants chez un recteur d'université, et ils tombent dans un piège politique. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de les recevoir, mais on a mis en place, on vient leur présenter ce qu'on appelle les YALI. Young African Leaders Initiative, c'est un mouvement de formation des jeunes Africains, presse, monde des affaires politiques, et on dit aux chefs d'État africains qui sont là, ce sont vos successeurs. La même opération, elle a été faite 25 ans plus tôt en France, et elle a conduit au retour de la France de Sarkozy et Hollande
dans l'OTAN. C'est une fondation qui s'appelle la French American Foundation. Ça a pris en main la vie politique française. C'est le but d'Eyali. Deuxième chose à ce sommet-là, où il y a beaucoup d'hypocrisie, pendant qu'on embrasse les chefs d'État africains à la Maison-Blanche, à 800 mètres, 800 mètres, c'est pas grand-chose, dans les locaux du Congrès des États-Unis, il y a un sommet alternatif, démocratie et presse en Afrique. Il est organisé par un organisme d'État du gouvernement américain qui s'appelle la NED, National Endowment for Democracy. Que fait la NED? Elle a été fondée par Ronald Reagan dans les années 80. Depuis 30 ans, elle finance le renversement des États opposés au monde occidental sous prétexte de promotion de la démocratie. Il y a un sous-organisme qui est la NDI, National Democratic Institute. Lui, il prend en main les élections. Ce sont les gens qui ont pris en main notamment l'élection du président nigérien ou le second tour de l'élection en Centrafrique. Si vous trouvez normal qu'un organisme d'État financé sur le budget du gouvernement américain, des gens qu'on appelle les analystes, les vitrines légales de la CIA, si vous trouvez normal qu'ils soient en charge de l'élection de président africain, moi pas. À partir de ce moment-là, nous sommes en août 14, vous pouvez suivre l'histoire s'accélérer. Vous voyez un certain nombre de pays où on ouvre des crises constitutionnelles. On commence à soulever les deuxièmes, les troisièmes mandats. On annonce les problèmes électoraux. On lance des révolutions de couleur. C'est le cas au Gabon. Le Gabon, c'est la toute première en septembre 2014. Les Américains et les Occidentaux, parce que l'Union européenne là-dedans, elle ne fait que porter les valises du département d'État américain. Il n'y a pas. L'Union européenne, c'est le NATO-land. Elle a confié sa défense à l'organisation de l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis. Donc, ils suivent ce qu'on leur a dit de dire, y compris les Français, qui n'hésitent pas à essayer de remplacer les chefs d'État qui étaient les joyeux de la couronne de ce qu'on appelait la France-Afrique. Vous avez des présidents comme Bongo, par exemple, comme Compaoré qui est renversé. Ces gens qui se croient protégés par leur alliance avec Paris sont balayés. Et arrive évidemment là-dedans la République démocratique du Congo et votre pays, le Burundi. Il y a aussi quelque chose qui existe en géopolitique, particulièrement par les géopoliticiens américains. Il y a une géopolitique américaine qui est vue de Washington. La géopolitique américaine a existé avant la géopolitique allemande. Ce sont eux qui ont créé les concepts. Eux qui ont, pour la première fois, pensé la politique mondiale sur des atlas. Eh bien, cette géopolitique, elle croit en une chose qu'on appelle la théorie des dominos. L'idée de l'administration Obama, c'est qu'en faisant tomber un État, on entraîne un deuxième, un troisième, etc. Votre pays, la crise de votre pays, c'est là qu'elle intervient. Ce n'est pas un problème burundais, c'est un problème que l'Occident a introduit au Burundi, où on a mis, puisqu'on aime bien parler des anciens accords d'Arusha, qui a détruit le climat de pacification d'Arusha, c'est bien cette politique occidentale. Il faut quand même rappeler quelque chose, c'est le président Nkurunziza. Si vous regardez Nkurunziza avant 2014, il est salué par les Américains. Il a des prix en Californie. Il a le prix du pacificateur, du chef d'État pacificateur, avec raison. Il est salué comme un des meilleurs gestionnaires d'Afrique. Août 2014, il est parmi les 15 chefs d'État dont la Maison-Blanche dit qu'ils doivent dégager. Dégager comme on a fait dégager Kadhafi, Ben Ali et comme on a essayé Assad. Le printemps africain, c'est la suite du printemps arabe. C'est le printemps arabe adapté à la situation africaine. Et Nkurunziza, qui jusque-là était salué par les universités américaines, ça devient un apprenti dictateur, ça devient un homme aux mains sanglantes, ça devient un homme qui présente un génocide. Il faut quand même voir quelque chose. Il y a dans cette politique occidentale un double langage, une inversion des valeurs.
Si certains d'entre vous ont lu le livre 1984 de George Orwell, qui décrit un monde totalitaire, George Orwell montre la propagande qui est celle aujourd'hui des États occidentaux, et il dit, par exemple, la paix c'est la guerre, le mal devient le bien. On voit au Burundi des partis qui ont contesté Arusha, parce qu'Arusha ne permettait plus une alternance Tutsi, Hutu au pouvoir. Eh bien, on voit ces partis être présentés comme des champions de la démocratie, et on voit à côté de ça le gouvernement du CNDD-FDD, qui est quand même un gouvernement qu'on appellerait en Belgique multiculturel, où il y a des Hutus et des Tutsis. Moi, quand je suis arrivé au Burundi, les 3 premières personnalités qu'on m'a présentées, c'était le maire Tutsi de Bujumbura, c'était le vice-président Tutsi du Burundi et le 2e vice-président. Nous avons notre ami, qui lui est issu, dont la mère est Tutsi. Il y en a beaucoup comme ça. Moi, j'ai vu, évidemment, une société ouverte. Eh bien, c'est cette société ouverte qu'on présente comme non démocratique et qu'on accuse de préparer un génocide dont, évidemment, la presse qui ne prête qu'aux riches dit que Willy en est le grand architecte et que moi, j'en suis le grand propagandiste. On est dans la farce. Allez lire les délires d'une clarette à Bruxelles, on est dans cette vision où le blanc devient le noir, où le bien devient le mal, et où les gens qui veulent précipiter précisément le Burundi dans une nouvelle guerre civile sont présentés comme ceux qui veulent l'empêcher. Il me reste une dizaine de minutes, je voudrais vous parler du 2e aspect géopolitique de ce qui se passe. Une fois qu'on a décidé de déstabiliser un gouvernement, on applique non pas un scénario, mais une méthode qui sont les révolutions de couleur. La première, c'est la Yougoslavie qui n'y survit pas, puisqu'elle éclate 1 an et demi après. La 3e Yougoslavie de Milosevic, c'est à Belgrade, nous sommes en octobre 2000. Il y a toutes les ex-républiques soviétiques, Kyrgyzstan, Géorgie, l'Ukraine 2 fois. L'Ukraine, réfléchissez sur l'exemple de l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est un État dont l'économie est en faillite, c'est un État éclaté, c'est ce qu'ont gagné les promoteurs des révolutions de couleur. Et puis, la révolution, elle s'exporte. Elle s'exporte au Venezuela, contre Chavez 5 fois, contre Maduro 2 fois. Elle est en passe de réussir maintenant. Elle s'exporte à Hong Kong. C'est la fameuse révolution des parapluies. Et puis, il y a le printemps arabe. Toute cette série, et puis il y a le printemps africain. Qu'est-ce qu'on retrouve derrière tout ça? Je vais vous dire tout d'abord une précision. Je ne suis pas un théoricien du complot. Je n'appartiens pas à ces journalistes occidentaux qui ont développé, par exemple, qui disent que le 11 septembre a été fait par les Américains, qu'il n'y a jamais eu d'avion sur le Pentagone. Je ne crois pas en tout ça. Mais je crois que la réalité, il y a des organismes, et l'Amérique, je le démontre, preuve à l'appui depuis des années, il y a ces organismes dont je vous ai parlé, NED, NDI, il y a leurs partenaires qui sont les réseaux du fameux George Soros. George Soros, présenté comme philanthrope, qui en fait est un spéculateur, qui a fait fortune en attaquant la livre au début des années 90, en attaquant les monnaies, en attaquant l'euro. La fortune de George Soros n'explique pas l'argent mis dans la politique. Une fortune privée ne permettrait pas ce qu'il fait, ce qu'il organise. Il a par exemple une toile d'araignée en Afrique, ce sont les Open Society Foundation. Ce sont des centaines d'ONG, d'organes de presse. C'est lui qui finance la soi-disant nouvelle presse africaine. On va parler du Burundi parce qu'on est là pour ça. Vous connaissez Iwachu. Iwachu à Bruxelles a commencé par se faire financer par le ministre des Finances belge Didier Reynders, puis par le Parlement belge. Moi j'appelle ça la voix de son maître. Vous savez, comme la fameuse ferme de disques. Mais aujourd'hui, Iwachu survit grâce au partenariat avec le Monde Afrique. Qui finance le Monde Afrique? La fondation Osiwa en Afrique du Sud de M. George Soros. C'est officiel, c'est pas moi qui le dis, c'est le site du Monde, c'est mis en grand parce que M. Soros aime bien qu'on lui dise merci, comme un domestique dit merci à son maître.
À partir de ce moment-là, la révolution de couleur, c'est un mécanisme. Ça commence par la création de groupes de jeunes. Là aussi, on me dit, Monsieur Michel, un journaliste de Ouachou m'a demandé il y a quelques semaines, oui, mais avez-vous des preuves de tout ça? Mais ce sont ses propres amis qui viennent de me répondre. Il y a eu le sommet de l'Union africaine à Kigali, 22 organisations de jeunesse. Il y a dedans le Ballet citoyen, il y en a marre, il y a un groupe burundais que je ne connaissais pas, il y a en RDC Laluka ou Flimbim. Eh bien, ces gens ont signé un manifeste commun où ils reconnaissent appartenir au même réseau, chercher la même politique et évidemment payés par les mêmes organismes. Ces groupes de jeunes, cette soi-disant société civile que la société civile réelle ne reconnaît pas, eh bien, elle sert à quoi? Elle sert à amener des gens dans la rue, à créer des accès de fixation. Tout est bon pour ça. Au Tchad, par exemple, ces mouvements ont commencé en protestant contre une décision du gouvernement d'imposer le port du casque à moto aux jeunes. Ça a commencé comme ça, 15 jours d'émeute, puis ça continue. Tout est bon. Une fille se fait violer à Djamena. Les violeurs, il y a des fils de ministres et de généraux dedans, ils viennent prendre 10 ans de travaux forcés. Vous ne l'avez pas lu dans le Monde, vous ne l'avez pas lu dans ces journaux occidentaux, mais vous avez tous entendu parler du viol de la fille. On ne pouvait pas louper ça. Il y a eu des conférences de presse à Paris. On ne vous a pas dit non plus qu'elle était la nièce d'un des principaux opposants au président Déby. Eh bien, deuxième vague d'émeutes, voitures brûlées, etc. L'espoir de ces gens qui se présentent comme pacifiques, c'est qu'en fait, ça débouche sur la violence. Que la violence soit lancée par l'État, qu'il y ait des arrestations, qu'il y ait des morts, et on passe à la situation insurrectionnelle. Vous avez vécu ça au Burundi. Souvenez-vous, avril. Mais, avant le coup d'État, c'était ça. Quand ça ne marche plus, on passe encore à une phase suivante. La phase suivante, c'est quoi? C'est où lorsqu'on peut le faire, c'est les tentatives de coup d'État. Le Burundi, c'est parfait. La presse russe, quand elle a suivi le Burundi au printemps 2015, elle a dit c'est un Maïdan en Ukraine. Elle a dit c'est un Maïdan africain. C'était la même chose. Quelques quartiers présentés comme le soulèvement de tout un pays, quelques gens minoritaires présentés comme la société civile. Et quand ça ne marche plus, on passe à moi ce que j'ai appelé dans votre pays les escadrons de la mort. On commence à tuer des gens des deux côtés. C'est ce qui s'est passé à Kiev. À Kiev, ça a marché. On sait aujourd'hui que les soi-disant snipers qui tiraient sur le Maïdan, ils n'étaient pas employés par le président Yanukovych. Il y a un député européen au Parlement européen, un Polonais, qui a reconnu que ces gens avaient été engagés par des firmes de mercenaires en Pologne. Une fois que la situation débouche sur la guerre civile, vous avez à ce moment-là les fameuses interventions humanitaires qui sont un des éléments de tout ça. On vous dit on vient protéger les droits de l'homme, on vient empêcher une crise humanitaire qu'on a provoquée en fait, et le pays bascule. Ce sont des pays éclatés, ce sont des pays dévastés, c'est une économie qui ne marche pas, ça se termine par des gouvernements fantoches, par des privatisations, par les richesses nationales qui sont vendues aux multinationales occidentales. C'est ce que votre président a empêché. Qui aurait-il eu s'il avait parti? Et à ça s'ajoute évidemment un des éléments de la géopolitique mondiale actuelle, c'est que nous avons connu un cycle de la fin des années 80 jusqu'en 2008-2009, nous avions les États-Unis qui étaient la seule superpuissance mondiale. Ils ont dominé la politique, la Chine se redressait économiquement et la Russie était effondrée. Lorsque Poutine arrive au pouvoir en 2000, il est dans une Russie qui n'existe plus, il doit redresser l'État, l'armée, etc. Ça, c'est fini. Il y a aujourd'hui une alliance géopolitique mondiale, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai, avec la Russie, avec la Chine, avec 7 ex-républiques soviétiques, avec l'Iran, avec le Pakistan, avec l'Inde, tous ces gens veulent un monde multipolaire. À partir de ce moment-là, c'est la chance de l'Afrique. Tous les présidents panafricanistes, le premier d'entre eux, c'est Obiang Nema Mbasogo. Obiang Nema, c'est l'homme qui a osé reprendre l'héritage de Kadhafi.
qui a dit Kadhafi avait raison. Bien, Obiang Nema a fait des accords militaires avec la Russie. Les ports de la Guinée équatoriale sont ouverts à la marine russe et il y a des accords militaires. Et on ouvre, par exemple, le domaine du gaz, puisque la Guinée équatoriale est ce qu'on appelle un Eldorado pétrogazier. La firme nationale de gaz est là dans ses participants Gazprom. C'est la même chose qui fait peur aux Occidentaux. C'est l'Afrique qui leur échappe. C'est des partenariats économiques beaucoup plus justes que le pillage de l'Afrique. Et c'est ça qu'on ne voulait pas au Burundi. Vous savez que le Burundi a maintenant des espoirs dans le pétrole, il a des espoirs dans le domaine des mines. Évidemment, il ne faut pas que tout ça tombe dans les mains des Chinois, il ne faut pas que tout ça tombe dans les mains des Russes. Alors intervient le Maïdan burundais. Les analystes russes, ils ont commencé par me lire, c'est comme ça que c'est rentré dedans. J'ai tenu des chroniques sur Radio Moscou. Ils ont constaté que ce qui se passait chez vous au Burundi, c'était exactement ce qui s'était passé en Ukraine. C'est pour ça qu'ils ont parlé de Maïdan burundais. Il y a eu des chroniques, il y a eu aussi un changement d'orientation au Conseil de sécurité de la Chine et de la Russie, qui vient aussi de cette analyse. À partir de ce moment-là, vous voyez que vous êtes dans un autre monde que celui de la presse occidentale, où on vous parle de crise humanitaire, de théorie des mandats, de choses pareilles. Moi, je pense que la politique occidentale, les deux mandats qui sont typiquement quelque chose d'américain, je pense qu'ils ne sont pas adaptés à l'Afrique. Je pense qu'il faut une voie souveraine à la démocratie en Afrique. L'Afrique a d'autres valeurs. Il n'y a qu'à voir les travaux communautaires dans votre pays. On n'est pas dans l'égoïsme anglo-saxon. À partir de ce moment-là, évidemment, il y a ce combat qui n'a jamais arrêté. Lorsque vous suivez l'actualité africaine, on parle du Burundi quasiment toutes les semaines, il ne faut pas que ça s'arrête. Il y a évidemment au niveau de l'Afrique elle-même, de l'Union africaine, ça a été le dernier sommet de Kigali, c'est aussi la réalité géopolitique. Il y a un groupe de pays panafricanistes qui s'oppose à un groupe de pays anglo-saxons pro-occidentaux avec évidemment le Kenya, avec l'Ouganda, avec le Nigeria, et avec surtout la cheville ouvrière, qui est la dictature rwandaise de Kagame. Il y avait un piège pour le Burundi à Kigali. Tout d'abord, on a fait taire toutes les voix dissidentes. Moi, disposant d'un visa d'accréditation de l'Union africaine, j'étais expulsé à l'arrivée. J'ai jamais vu ça. Où on vous repousse le visa à Bruxelles, où on vous laisse rentrer. Il y a eu la tentative de quasiment mettre en jugement devant le Conseil de l'Union africaine le Burundi. Votre ministre des Affaires étrangères a quitté. Il a quitté Kigali et il a été soutenu par la diplomatie panafricaine, notamment Idriss Déby et Obiang Nema. Obiang Nema aussi est parti de Kigali en claquant la porte pour d'autres raisons. Mais ce sommet, c'était ça. Et ça va continuer. Il ne faut pas espérer que le Burundi, ça va s'arrêter dans 8 jours, dans 15 jours. C'est pour ça que je suis content de vous voir. C'est pour ça que j'ai été content de mon voyage au mois de mai. Parce que j'ai vu des gens qui étaient disposés à défendre la dépendance et la souveraineté de leur pays. Il faut rester mobilisé. Les choses ne vont pas s'arrêter comme ça. Et il faut, je l'ai dit, ça sera mon mot de conclusion. Il y a actuellement une force nouvelle en Afrique. Ce nouveau panafricanisme. Pas le panafricanisme des intellectuels du début des années 60 qui a échoué parce qu'il était déconnecté des masses. Vous avez une télévision comme Afrique Média, elle est bâtie sur le panafricanisme. Elle touche des centaines de millions d'Africains. C'est une audience énorme. Ce ne sont pas des intellectuels, ce sont des gens, moi je les rencontre, ce sont mes fans. Quand je vais en Afrique, ce sont des gens du peuple, ce sont des ouvriers, ce sont des lycéens. Ce panafricanisme, c'est une force. Vous avez, pour votre combat au Burundi, comme les gens qui veulent une RDC libre, comme ceux qui refusent la révolution de couleur au Gabon, vous avez la sympathie des masses panafricaines. Moi, je l'ai vu. Je donne des réunions publiques depuis maintenant près de 6 mois en Afrique. Partout, j'ai rencontré ce soutien à ce qu'ils appellent la résistance africaine. Il faut que le Burundi
se dirige vers cette alternative panafricaniste. Il n'y en a pas d'autre. Le panafricanisme, c'est l'Afrique libre, c'est l'Afrique indépendante, c'est l'Afrique digne à la table des nations libres du monde. Je vous remercie.